Bonjour à tous, toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Ailleurs dans le monde. Initialement prévu le 25 février 2024 avant d'être reportée, l'élection présidentielle au Sénégal aura finalement lieu le dimanche 24 mars 2024. Ce sera la 12e depuis l'indépendance du pays en 1960 et environ 7,3 millions d'électeurs sont inscrits sur les 18 millions d'habitants. Cette élection revêt un caractère inédit car pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, le chef de l'État sortant ne sera pas candidat. 18 candidats sont en lice pour le fauteuil de président de la République du Sénégal. Alors qui succédera à Macky Sall et quels sont les enjeux de cette élection? Pour en parler, je reçois Bangaline Goran, historien, bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim. Et Valentin Bongeng, journaliste, bonjour et merci d'être présent. Bonjour Fatim, content de vous retrouver. Plaisir partagé. Alors messieurs, en prélude à nos échanges, je vous propose de rejoindre notre correspondant depuis Dakar, Igor Koutan, qui est journaliste freelance et qui suit cette élection de près. Bonjour déjà, comment se déroule la campagne physiquement et médiatiquement? Alors la campagne se poursuit ici normalement à Dakar et dans toutes les autres régions du pays. Les principaux candidats font le tour des grandes villes tentant de vendre leur programme aux différents électeurs. Il faut noter que contrairement aux élections précédentes, la campagne électorale est réduite à 2 semaines au lieu de 21 jours comme prévu par les dispositions du code électoral. Cette réduction de la durée de campagne rend la tâche un peu plus difficile pour certains candidats qui se limitent exclusivement aux grandes villes et aux grandes agglomérations. Sur le plan médiatique, les différents candidats essayent d'exister comme ils le peuvent. Il faut noter qu'ici, la loi prévoit une certaine équité dans l'attribution du temps d'antenne aux différents candidats au niveau de la télévision publique. Mais dans les médias privés, ce sont les plus gros candidats qui cristallisent le plus l'attention. Mais je dois rappeler que la seule femme candidate encore en lice, Anta Babacar Ngom, du fait de son statut d'unique femme pour cette candidate pour cette élection, bénéficie d'une large exposition médiatique. Que se passera-t-il juridiquement en cas d'un second tour? Le chef de l'État, Macky Sall, avait répété à plusieurs reprises qu'il quittera ses fonctions du chef de l'État le 2 avril prochain, conformément aux dispositions de la Constitution du Sénégal. Alors, qui va assurer l'intérim en cas de second tour et jusqu'à l'installation de son successeur? Le flou demeure puisque le Conseil constitutionnel avait, dans l'une de ses décisions, mentionné que l'actuel chef de l'État devrait rester en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président de la République. Doit-on craindre que le résultat des urnes ne soit pas respecté à l'issue des votes par les différents candidats? Alors, aussi bien le candidat du pouvoir en place Amadou Ba que celui désigné par Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye pensent qu'ils peuvent gagner cette élection dès le premier tour. Alors, y aura-t-il contestation en cas de défaite de l'un et l'autre de ces deux candidats? Il est encore un peu trop tôt pour le dire. Rappelons tout de même que le Sénégal est un pays avec une grande culture de démocratie, même si cette démocratie a été mise à rude épreuve ces derniers mois. Les différents candidats ne contesteront les résultats sortis des urnes que s'ils estiment, avec des preuves évidentes, que les résultats ne sont pas conformes à l'aspiration des Sénégalais. Merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse. Alors, messieurs, on le disait, cette élection, la date a été modifiée. Sans revenir en détail sur ce long feuilleton qu'on a tous suivi avec beaucoup d'attention, peut-on parler d'une crise préélectorale? Absolument, il s'agissait bel et bien d'une crise préélectorale parce que tous les ingrédients constitutifs d'une crise étaient réunis. Déjà la situation d'impasse parce que deux visions du calendrier électoral s'opposaient. La vision de la majorité présidentielle soutenue par un candidat de l'opposition, Karim Wade, qui militait en faveur du report des élections au-delà de la date indicative du 2 avril. Et puis en face, il y avait une autre vision des choses, une coalition d'au moins 13 candidats qui pensait plutôt à une date des élections qui se situe avant le 2 avril. Et de cette situation de divergence est née l'impasse et finalement qui a entraîné des manifestations de tensions qui ont quand même causé 4 morts. Il a fallu donc que le Conseil constitutionnel rentre en jeu pour faire l'arbitrage, comme c'est son rôle, c'est son pouvoir de le faire. Et finalement, on a pu trouver, après plusieurs interventions du Conseil constitutionnel, je dirais une sorte de... on a coupé la poire en deux, trouvé une sorte d'issue heureuse, on l'espère,
à ce qui a été bel et bien une crise préélectorale. Alors, il la situe visiblement vers la date de l'élection présidentielle. Pour d'autres, cette crise remonte bien avant même la liste définitive des candidats. Et dans ce cas, à qui la faute? Pour certains, Macky Sall tentait de se maintenir au pouvoir, et pour d'autres, Ousmane Sonko a cristallisé le débat avec des démonstrations de force parfois musclées. Chacun était dans son rôle, l'opposition est dans son rôle de faire des démonstrations de force pour montrer justement ce qu'elle représente dans le pays, et le pouvoir également est dans son rôle lorsqu'il essaye donc de jouer à son avantage. Mais cela dit, je vais revenir quand même sur un point concernant cette crise préélectorale pour dire que ce n'est pas une crise électorale inédite au Sénégal. L'histoire politique du Sénégal est émaillée donc de manifestations, de violences à la veille des scrutins présidentiels. Ça ne date pas d'aujourd'hui, que ce soit sous Senghor, le premier président sénégalais, dans les années 63, que ce soit successeurs successifs, pour me reprendre ainsi, qu'il s'agisse d'Abdou Diouf ou d'Abdoulaye Wade. Eh bien, à chaque fois, quand il y a eu des scrutins, il y a eu des violences, il y a eu des candidats jetés en prison, il y a eu l'instrumentalisation judiciaire pour pouvoir éliminer des candidats. Et la dernière en date, enfin l'avant-dernière avant le cas Sonko, c'était en 2019, lorsque l'élection présidentielle a enregistré l'exclusion de 2 candidats de poids, Khalifa Sall et puis Karim Wade notamment. Alors, cela dit, les torts sont partagés. Donc, je rappelle cette histoire pour dire que ce n'est pas un fait nouveau, c'est coutumier du Sénégal. C'est vrai que la démocratie sénégalaise est vantée très souvent, parce que justement, elle est parvenue, malgré tout ce que j'ai décrit là, malgré ces violences, elle est parvenue quand même à instaurer une certaine stabilité, et qu'il n'y a pas eu de remise en cause brutale de l'ordonnancement juridique, de l'ordonnancement constitutionnel. Le pays a été à l'abri des coups d'État militaires qui ont agité la région et l'agitent encore. Donc c'est un modèle, et malheureusement, il faut convenir que lorsqu'il y a élection au Sénégal, presque toujours, il y a cette remontée de violence qu'on peut attribuer à tel camp ou à tel autre, mais c'est une donne qu'il faut prendre en compte dans la vie politique sénégalaise. Alors, le 20 janvier dernier, le Conseil constitutionnel du Sénégal a rendu publique la liste définitive des 20 candidats. Aujourd'hui, 18 candidats sont en lice, mais 4 acteurs politiques dominent largement, on va dire, la scène, notamment médiatique. Il s'agit d'Amadou Ba, 62 ans, Khalifa Sall, 64 ans, Idrissa Seck, 65 ans, et de Bassirou Diomaye Faye, 43 ans. Alors, messieurs, déjà, on peut dessiner un peu le portrait, nous présenter certains de ces candidats avant de s'intéresser aussi à leur programme, du moins les points phares. Oui, je pense qu'il y a de facto deux visages qui émergent, qui polarisent donc l'attention, que ce soit de la communauté nationale comme de la communauté, en tout cas des observateurs étrangers. Il s'agit de Diomaye Faye, le candidat par substitution de Ousmane Sonko, et c'est lui également par substitution, parce que finalement c'est une élection de personnes qui agissent pour le compte en tant que lieutenant de leur mentor, donc le candidat par substitution de Macky Sall, c'est-à-dire Amadou Ba, son ancien Premier ministre. Alors déjà, les deux candidats sont issus du service des impôts, donc ils se connaissent déjà. L'un a animé avec son mentor Ousmane Sonko le syndicat des agents des impôts, et l'autre a été directeur avant de passer ministre des Affaires étrangères, ensuite ministre de l'économie et plus tard Premier ministre. Et donc, disons que on connaît suffisamment bien Amadou Ba, qui inscrit sa candidature dans le sens de la continuité. Mais comme il le dit lui-même, il vient pour continuer, mais plus rapidement, donc donner un coup d'accélérateur et faire mieux, parce qu'il considère que des transformations structurelles qui ont été engagées par son prédécesseur doivent se renforcer sur une génération, donc sur au moins 25 ans, pour suffisamment produire des résultats, de sorte que si le peuple sénégalais choisissait aujourd'hui des changements, c'est une manière en quelque sorte de contrarier la dynamique qui avait été engagée dans le cadre du plan Sénégal émergent. Et donc, disons que c'est une reprise de ce qu'a commencé le président Macky Sall, mais dans le sens de l'amplification. D'autant plus qu'il y a eu un gros échec du pouvoir de Macky Sall, au-delà de toutes les réalisations qu'on lui connaît, c'est la question de la vie chère.
C'est le thème phare sur lequel il a été élu en 2012, parce que quand il arrivait au pouvoir, on venait de sortir des émeutes de la fin de 2008, et au Sénégal, il y avait déjà cette inflation qui était difficile à maîtriser, et donc il vient... Aujourd'hui, il a fini son mandat, mais on se retrouve dans une situation où la même question de l'inflation est devenue aujourd'hui la question phare de la campagne. Pour donner un indicateur assez rapidement, en 2022, donc il y a 2 ans, la situation en était à un point où l'État sénégalais a convoqué un conseil national de la consommation pour prendre des mesures allant dans le sens de réguler cette situation de vie chère. Malgré cela, plusieurs indicateurs publiés dernièrement montrent que le Sénégal est un des pays les plus chers en Afrique, après la Côte d'Ivoire. Et puis du côté de Diomaye Faye, rapidement, disons que sa candidature, ou en tout cas sa campagne, tourne autour de ce qu'on peut appeler, qu'ils ont appelé eux-mêmes l'endogénéisation, c'est-à-dire une certaine souveraineté, que ce soit au niveau de la production de tout ce qui est comme denrées de première nécessité, puisque comme je l'ai dit, l'enjeu c'est vraiment le coût de la vie, et il part du principe que tant que le Sénégal continue de faire venir de l'étranger l'essentiel de sa consommation, il y a forcément cette difficulté à maîtriser les prix. Donc déjà de produits sur place, mais au-delà de cela, cette souveraineté s'analyse aussi du point de vue monétaire. On considère que la monnaie étant un instrument de régulation économique interne, il y a ce projet-là de doter le Sénégal d'une monnaie propre. Et puis au-delà de cela, ils ont parlé comme dernière mesure phare, d'investir dans ce qu'ils ont appelé le capital humain. Donc en plus de l'éducation, investir vraiment dans la qualité de la vie, parce qu'ils considèrent que Macky Sall a investi dans les infrastructures, mais finalement a oublié d'investir dans la qualité de vie des hommes. Alors, quelques remarques aussi sur ces candidats phares, notamment Amadou Ba et Diomaye Faye. Oui, il y a eu une explosion de candidats comparé à d'autres pays, mais de plus en plus ça se voit. Même au Bénin, parfois, vous aviez, avant l'arrivée de M. Talon, vous aviez parfois une vingtaine de candidats avant que le tri ne se fasse. Alors, il y a beaucoup de candidats, certes, comme vous l'avez relevé, mais il y en a qui émergent, au moins 4 qui émergent. Donc, il y a le candidat du parti au pouvoir de la majorité présidentielle, l'ancien Premier ministre Amadou Ba. Et puis il y a donc le candidat par succession, comme on dit, d'Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye. Et il y a 2 autres candidats qu'on peut qualifier de vieux routiers. Ce sont des vieux routiers de la politique sénégalaise. Ils ont été dans un camp, puis dans l'autre, et ainsi de suite. Mais comme c'est un pays également où la transhumance politique a été banalisée, donc on va dire que c'est un phénomène plutôt banal aujourd'hui. Mais globalement, on va noter que malgré donc, le nombre, la pléthore de candidats, il y a quand même, on peut les distinguer en deux gros lots. Il y a d'un côté ce qu'on peut considérer comme les candidats de la continuité, et puis de l'autre, les candidats du changement, qu'incarne notamment le camp Sonko. Donc globalement, ce sont ces deux visions du Sénégal qui vont s'opposer lors de ce scrutin. D'un côté, vous avez Amadou Ba qui a pour mentor donc, l'actuel président en exercice, Macky Sall, et qui est dans la continuité, au moins c'est ce qu'il a dit durant sa campagne, qui est dans la continuité donc de la transformation du Sénégal, du plan Sénégal émergent à l'horizon 2035, pays à revenus intermédiaires de la classe supérieure d'ici 2035 également. Il est donc dans ces chantiers-là. Il a des mesures phares comme créer 1 million d'emplois pour les jeunes chaque année. Donc, et là, il a bien vu juste parce que c'est l'un des reproches majeurs qu'on fait au bilan de son mentor Macky Sall, c'est qu'il y a eu certes une progression du PIB, ça c'est indéniable et autres. Il y a eu des infrastructures dans le pays, c'est indéniable, mais le chômage a augmenté par rapport à 2012 où on était autour de 10% des taux de chômage. Quand il arrivait au pouvoir Macky Sall, eh bien on est aujourd'hui à plus de 20% des taux de chômage des jeunes. C'est les jeunes qui sont en première ligne donc, de ces taux de chômage. Alors, lorsqu'il dit 1 million de boulot pour les jeunes chaque année, c'est une mesure phare. De l'autre côté, vous avez le candidat qui se veut comme le candidat de la rupture. La rupture, c'est le candidat donc, du PASTEF. Ex-PASTEF. Voilà, ex-PASTEF, puisqu'il a été dissous, entre autres, et qui incarne véritablement le changement. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui
peut changer, ne serait-ce qu'au niveau des discours et des programmes tels qu'on les a vus jusqu'ici, ça va être au niveau du PASTEF. Parce que c'est un parti qui prône carrément une rupture, une réforme des institutions, avec notamment l'instauration d'un poste de vice-président de la République, et puis d'autres mesures fortes, comme des mesures ayant trait à la souveraineté. C'est un souverainiste, il le dit clairement, il l'assume. Donc c'est un pays, le Sénégal, qui va aller, si c'est avec l'ex-PASTEF, qui va aller donc vers une rupture totale avec ce qu'on a vu jusqu'ici, la renégociation des contrats miniers, la renégociation des accords de défense, et ainsi de suite. L'instauration, bien sûr, c'est une mesure emblématique, symbolique, forte, l'instauration d'une nouvelle monnaie. Mais encore une fois, c'est utilisé par ses adversaires pour le diaboliser, mais on sait très bien qu'il y a un processus de création d'une monnaie commune au sein de l'Afrique de l'Ouest qui est dans les bacs depuis au moins une trentaine d'années. Alors, vous avez parlé de ces deux candidats qui cristallisent l'attention. Déjà, sur le choix, Amadou Ba, il s'est imposé, on a l'impression, difficilement, même dans son propre camp. Vous le soulignez, c'est la première fois qu'un tel nombre de candidats est enregistré. Ils étaient 5 lors de la dernière élection présidentielle en 2019, 14 au moins, on va dire, en 2012. C'est un candidat par défaut. Et puis, Macky Sall ne semble pas le soutenir, en tout cas à demi-mot. Je pense que c'est plutôt un candidat de confort, parce que c'est l'homme qui est réputé être quelqu'un de mesuré et un homme de confiance du président de la République. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le président Macky Sall part à un moment où le Sénégal amorce un processus de modernisation qui a eu, je dirais, un coup d'accélérateur favorisé par la découverte des produits pétroliers gaziers au large donc, de ce pays. Le président Macky Sall s'est retrouvé dans la même situation que le président Mamadou Issoufou au Niger, qui arrive à la fin de son mandat où on découvre une manne pétrolière et gazière qui, disons, a agi sur lui sous forme d'attraction, tentation qui l'amène à conserver le pouvoir, mais il a voulu demeurer démocrate, donc partir tout en restant. Et pour faire ce choix-là, il faut forcément se tourner vers quelqu'un, un homme de confiance pour continuer disons, dans la vision de confiance du président, qui, dont au-delà de ça aussi, préserver mais est-il aussi populaire? Les intérêts du clan au pouvoir actuellement. Donc c'est partir en restant. Tout à fait. Vous écoutez. Mais aussi au niveau d'Ousmane Sonko et ce duo, vous pensez que ce duo ne va pas se transformer en duel? Non, mais pour le moment, on ne parle même pas de duo. L'élection présidentielle sénégalaise, c'est un candidat par parti, ce n'est pas deux candidats, ce n'est pas un ticket. Donc c'est une seule personne qu'on voit, c'est-à-dire que la personne... Il y a le spectre et l'ombre d'Ousmane Sonko qui est encore là. Oui, mais qu'il y ait un spectre ou pas, ça c'est des supputations d'avant-scrutin. Lorsque le monsieur est élu, on verra bien. Quand le monsieur est élu, vous risquez de ne pas le reconnaître, comme la plupart des dirigeants. Ils sont bien cool, bien paisibles et autres, mais une fois qu'ils arrivent au pouvoir et qu'il y a des enjeux forts, les vrais visages sortent. Hein. Ça peut être le cas. Mais c'est pour cette raison que je dis que nous sommes encore dans des supputations. S'il est élu, président Bassirou Diomaye Faye, je suis sûr qu'il sera un vrai président, quitte à lui par la suite de vouloir récompenser. Parce que quand vous êtes élu, c'est pour une durée précise. Sauf à vouloir récompenser peut-être son mentor, mais il a déjà dit clairement que le poste de vice-président qu'il veut créer, ce n'est pas pour cette mandature, c'est pour l'autre, au cas où. Donc je ne pense pas qu'il faille craindre une forme de bicéphalisme quelconque, parce que le pouvoir s'arrache et lorsqu'il est là, eh bien, le titulaire fait tout pour le conserver. Vous pensez qu'on ira jusqu'à un second tour, là, au vu de la situation qui prévoit actuellement? Ou certains prédisent un coup KO pour leur camp, bien évidemment. Cela me semble difficile avec le nombre de candidatures. Ça suppose forcément qu'il y aura un émiettement du corps électoral, en tout cas du suffrage, en sorte qu'au premier tour, il sera difficile de dégager une majorité franche. Déjà que nous avons 4 candidats qui quand même focalisent l'attention de l'électorat, mais au-delà de cela, c'est qu'au Sénégal, quand vous regardez la carte électorale, il y a encore un bloc de 3 régions, le Diourbel, Thiès et Dakar, qui constituent pratiquement 51% de l'électorat. Et donc, si déjà dans cette région,
qui polarise donc les attentions. Si les voix sont partagées, il sera difficile, en jouant avec les bastions des différents candidats, qu'un seul candidat dans ce contexte puisse rafler plus de 50% d'amis. D'autant plus qu'il est difficile de se prononcer à ce stade parce que, contrairement disons, la scène politique française où il y a la possibilité de faire des sondages qui reflètent quand même une réalité, au Sénégal, la situation est différente et donc c'est un peu compliqué quand même de se hasarder à faire un pronostic. Un mot sur ce second tour. Oui, disons que c'est difficile. Il n'y a pas eu de sondage scientifiquement fait pour pouvoir déterminer si, en l'état actuel des forces, on peut avoir droit à un second tour ou pas. Naturellement, le vœu du président sortant, c'est qu'il y ait un seul tour et que son candidat l'emporte, d'autant plus qu'il doit libérer donc la présidence au 2 avril et que s'il y a un deuxième tour, eh bien, on rentre dans une situation un peu confortable. Donc, sur laquelle Donc je pense qu'il y a tout ça qui fait en sorte qu'il y a une sorte d'activisme de la part de la majorité pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de deuxième tour. Mais comme le disait Bangali Goran tout à l'heure, eh bien, ça va être difficile pour un candidat de l'emporter avec 50% des premiers. Mais on peut s'attendre à quoi? Même si habituellement c'est dans le second tour que ça se joue ainsi, on va voter, vous pensez, par adhésion ou on va voter justement par rejet? Est-ce que cette crise préélectorale aussi ne va pas influencer le choix des électeurs au niveau des urnes? Est-ce qu'il n'y aura pas un rejet? Aujourd'hui, au Sénégal, les gens votent, en tout cas si on s'en tient aux conditions dans lesquelles le président Macky Sall lui-même est arrivé au pouvoir, on vote plutôt pour exprimer un espoir, l'espoir de voir les choses changer. On a relevé des sujets qu'on considère comme les sujets clés de cette campagne-là, qui tournent autour toujours de la qualité de vie, la qualité du cadre de vie des Sénégalais. Et il y a cette inflation qui est devenue incontrôlable, mais au-delà de cela, des investissements qui ont entraîné l'explosion du taux d'endettement et donc qui limitent les moyens de l'État finalement. Et aujourd'hui, les Sénégalais, pour ceux qui aspirent au changement, qu'il s'agisse d'un changement dans la gouvernance de ceux qui sont au pouvoir, comme dans le pouvoir, dans la gouvernance que proposent ceux qui veulent le pouvoir, il s'agit plutôt de mettre l'espoir dans un changement qualitatif et positif. Donc, les gens vont voter parce qu'ils espèrent, ils attendent quelque chose venant du nouveau visage qui entre donc au palais de la Teranga. L'élection va se faire sans doute à la fois il y a une partie des gens qui vont voter par rejet, ayant vu le système Wade, le système Macky Sall à l'épreuve, et ayant constaté également que Amadou Ba, c'est un pur produit également. En tout cas, c'est un bon disciple de Sall. En tout cas, jusqu'ici, c'est ce qu'on a vu. Donc, il y aura à la fois des gens qui vont voter par rejet, d'autres qui vont voter suivant les programmes, parce que les programmes des candidats principaux sont quand même assez étoffés. On peut choisir dedans très clairement. Avec celui-ci, avec Amadou Ba, c'est la continuité. Avec le camp Sonko, c'est le changement, c'est la rupture totale. Donc, est-ce que les gens sont prêts? Parce que la vraie question du scrutin, c'est est-ce que les Sénégalais sont prêts aujourd'hui à une vraie rupture avec l'ordre ancien, une rupture totale, y compris au plan monétaire et autres, y compris au plan même des accords de défense qui risquent donc de les pousser un peu dans la mouvance de ce qui se passe dans la sous-région aujourd'hui, ou bien est-ce que la campagne menée contre le camp Sonko pour parler d'immaturité et puis d'instabilité, d'incertitude, est-ce que ça va l'emporter sur le camp de ceux qui prônent la stabilité? Je pense que les choses vont se jouer à ce niveau. Alors c'est vrai que cette élection est principalement nationale et locale, mais au vu de la situation qui prévaut justement dans la sous-région, est-ce qu'on doit avoir des inquiétudes? Est-ce que cette élection aura un impact sur la sous-région? Oui, il y a forcément un impact déjà au niveau, je dirais, du rôle d'arbitrage que joue le Conseil constitutionnel, qui a été quand même suivi, scruté dans tous les pays, commenté dans tous les pays. Mais du point de vue, je veux dire, de la gestion même du contentieux électoral, il y a eu beaucoup de leçons déjà à tirer. Mais je pense que l'essentiel aussi, qu'on ne doit pas manquer de relever, c'est le rôle joué par l'armée.
Parce qu'au Sénégal, les dirigeants politiques ont mis le pays dans une situation de fragilité et même au-delà du pays, eux-mêmes, leur position qui pouvait se justifier ailleurs par une intervention contre le coup de l'histoire de l'armée. Mais dans un contexte quand même au niveau de la région de multiplication des coups d'État, ça a été plutôt une belle leçon venant de l'armée du Sénégal d'être resté en place, avoir rempli son rôle républicain. Et puis là où on attend aujourd'hui le Sénégal, c'est par rapport à la question justement du franc CFA. C'est vrai que le candidat qui porte donc cette volonté de réforme-là, qui concerne quand même toute la région, a un peu clarifié sa position en mettant en avant le fait que la position du Sénégal, dans le cas où il remportait donc la présidentielle, serait au niveau de la région, donc de soutenir le projet de création d'une monnaie commune, notamment l'ECO. Et donc la décision de sortie du franc CFA serait en quelque sorte le plan B dans le cas où le projet commun n'aboutissait pas. Donc je pense que c'est une élection qui aura forcément des incidences au niveau de la région, que ce soit en termes de leçons ou en tout cas en termes de réformes engagées dans le cas où, bien sûr, le candidat Sonko remportait le scrutin. L'élection présidentielle sénégalaise laissera des traces dans la sous-région, ça c'est clair. Des traces positives si elles se déroulent bien. Et il faut veiller à ce que ce soit le cas. Aujourd'hui, il y a quand même une coalition de la société civile qui demande à ce que l'État, le pouvoir puisse veiller, en tout cas l'exécutif qui organise le scrutin, puisse veiller à ce que ce soit un scrutin à tout point de vue sincère. Notamment, ça commence par les encres indélébiles, ça commence également par les bureaux de vote qu'il faut véritablement maîtriser, surveiller pour que les résultats soient incontestables, que ce soit de la part du gagnant ou des perdants. Alors, donc si ça se passe très bien, ça sera un bon coup pour la sous-région après tout ce qu'on a vu comme avalanche de coups d'État, comme avalanche de remise en cause brutale de l'ordre constitutionnel. Si ça se passe mal, eh bien ça sera dramatique pour l'ensemble de la région. Parce que déjà, la région est fragilisée par des pays qu'on peut estimer de ne pas avoir forcément le niveau du Sénégal, parce que le Sénégal, quand même, constitue au sein de l'UEMOA déjà l'une des principales forces économiques juste après la Côte d'Ivoire. Les autres pays qui sont des pays sahéliens sans ouverture sur la mer et autres sont peut-être moins... les situations, on peut considérer que c'est moins grave s'ils sortent, mais si c'est le Sénégal qui a des problèmes, eh bien, ça laissera des traces qui vont perdurer dans la sous-région et j'espère que ce scénario n'arrivera pas. On l'espère tous. On va suivre ce scrutin tant attendu minutieusement et comme on dit dans ces cas-là, que le meilleur gagne. Messieurs, merci de vos interventions. Merci à vous de votre fidélité et bonne suite des programmes sur RTI1.